Bonjour, merci d'être venu à cette présentation. Juste avant de commencer, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Dominique Guilbault, je suis manager d'un lab de recherche et développement qui est basé à Toulouse, euh, en France, donc vous savez, et dont est issu le produit que je vais vous présenter. Donc, je ne vais pas vous faire une présentation commerciale, je ne suis pas du tout commercial, je ne suis pas là pour vendre les produits, plutôt parler technique, décrire un petit peu le produit que l'on a développé pour Rational, la branche Rational d'IBM, qui est sur le marché depuis 10 mois à peu près maintenant. Qu'est-ce qu'on a cherché à viser dans ce produit? Qu'est-ce qu'on a, je dirais, quelle solution on a essayé d'apporter aux testeurs, parce qu'il s'agit d'outils de test. Et à la fin, donc j'essaierai de vous faire une démonstration de ce produit-là pendant ma présentation. Et à la fin, si vous avez des questions, ça sera ouvert. Donc, je vais d'abord vous parler de l'importance de l'aspect test dans le développement d'applications mobiles. Je suppose que vous êtes tous développeurs d'applications mobiles. Oui, non, oui. Qui c'est qui a déjà développé des applications mobiles? Oui, d'accord. Android, iOS, je suppose, la plupart du temps. Android, d'accord. Donc, bon, vous savez que c'est le développement d'applications mobiles prend une part de plus en plus importante dans, on va dire, le développement d'applications en général. Et le test, bien sûr, prend aussi une très très grande importance. Dans un deuxième temps, je parlerai des difficultés pour tester ce genre d'applications, et principalement liées à la structure ou la techno utilisée dans ces applications-là. Et puis après, je vous montrerai les solutions qu'on a essayé d'y apporter à travers notre produit. Et tout ça sera illustré par une petite démonstration. Une ou plusieurs démonstrations suivant le temps qui nous restera. Bon, les applications mobiles sont partout. Je ne vais pas vous faire un long speech là-dessus. Une petite stat qui date de fin 2011, je crois, 90% des développeurs d'applications web en particulier pensaient à cette époque-là que dans un avenir plus ou moins proche, ils allaient aussi développer le pendant de leurs applications web sur du mobile. Je pense que là, vous le savez tous, aujourd'hui, il n'y a pas une banque, assurance, etc., qui n'a son application mobile ou ses applications mobiles sur l'App Store ou sur le Google Play. Donc c'est je dirais, c'est un pan du marché ou des activités de développement qui sont très très importants. Étant donné que ça prend une importance capitale comme ça, les aspects tests, bien sûr, prennent aussi une importance aussi capitale. Surtout accéléré par le fait que la mise à disposition des applications mobiles peut être très rapide, et le feedback des utilisateurs est aussi très rapide. Vous savez, si vous avez vous-même développé des applications et vous les avez mis sur l'App Store, ou je parlerai essentiellement d'Android et iOS, hein, vous comprendrez pourquoi après, parce qu'on ne fait pas les autres. Donc, si vous mettez des applications sur l'App Store ou sur le Google Play, vous savez très vite qu'une application buggée, il y a un retour très rapide des utilisateurs, vous avez une mauvaise note, vous voyez tout de suite chuter les courbes de download, d'upload, d'installation, et il faut réagir très 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 vite. Donc, c'est d'autant plus important pour les applications mobiles que les utilisateurs peuvent, à travers les stores, mettre un feedback très rapide auquel les autres utilisateurs potentiels ont accès. Alors, comme n'importe quel type d'application, on va dire, les applications mobiles ont aussi leurs besoins standards d'automatisation, principalement. Aujourd'hui, vous entendez parler de plus en plus de DevOps, donc il faut pouvoir produire et mettre en production des applications le plus rapidement possible. C'est un petit peu la démarche de DevOps. Donc on a aussi un besoin pour les applications mobiles de faire du test automatisé en non-régression. Du recording, du reporting, je l'ajoute aussi parce que c'est assez important pour pouvoir tester assez rapidement. Tous les outils, un maximum d'outils offrent aujourd'hui la possibilité de faire du recording directement sur l'application. Donc on va donner l'application dans les mains d'un utilisateur, il va jouer quelques scénarios, ça va donner un script qui va pouvoir être complété et rejoué. Alors c'est pas une obligation, enfin, vous savez que si vous développez, vous faites sûrement du JUnit, ou pour iOS, je ne sais plus comment s'appelle l'outil, mais il y en a un aussi équivalent. Là, je parle plus d'applications ou de tests que l'on donne à des end-users.
On a besoin de ce genre de scénario. Un petit schéma pour illustrer le DevOps, c'est un schéma assez général, mais qui montre bien généralement ce que les gens font. Typiquement des builds en production qui peuvent être... Alors là, on a mis toutes les heures. Chez nous, on en fait 3 fois par jour à peu près, avec des tests automatisés derrière qui assurent que les builds qui sont produits sont corrects avant de passer à des phases de tests plus manuelles, par exemple. Ici, c'est marqué journalier, ça peut être toutes les semaines, par exemple, c'est à peu près ce qu'on fait, nous. Et après, une mise en production qui peut être aussi rapide, toutes les semaines. Il y a des sociétés qui mettent en production tous les jours, voire même certaines 3 fois par jour. Alors pour les applications mobiles, c'est un peu perturbant pour l'utilisateur. Pour les applications web, c'est pas le cas parce que l'utilisateur voit rien. Mais c'est vrai que 3 fois par jour pour une application mobile, c'est un peu gênant. Donc c'est souvent hebdomadaire ou bi-hebdomadaire. Facebook, par exemple, je prends l'exemple de Facebook pour illustrer ce slide-là, mais pas pour les applications mobiles, hein, pour leur application web, met en ligne 3 applications par jour. Ou change, disons, l'application officiellement en ligne 3 fois par jour. On ne le voit pas, parce que c'est souvent des modifications très mineures ou des corrections d'anomalies très mineures, mais ils sont tout à fait dans ce cadre-là et ils appliquent exactement ce genre de schéma de développement. Alors, la difficulté pour les applications mobiles, en plus de ce que j'ai décrit un petit peu avant, la rapidité, la besoin de recording, enfin d'enregistrement et de rejet automatisé, il y a des problèmes de fragmentation. Vous savez que en général, si vous voulez développer une application mobile, il faut au moins adresser au moins 2 marchés, celui d'Android, celui d'iOS. Windows Phone aussi est un marché, on va dire, qu'il ne faut pas négliger, à peu près 5% du marché aujourd'hui. Et il y a quelques émergents. Alors j'ai cité le BlackBerry OS aussi, plutôt sur le déclin. Et il y a quelques émergents, Tizen principalement, qui peut-être que dans le futur, si Samsung l'adopte, ce qui est possible, va aussi émerger. Donc aujourd'hui, j'ai mis en gras Android et OS, c'est 95% du marché des applications mobiles aujourd'hui. Donc c'est nous ce que l'on adresse dans le produit que je présente aujourd'hui. Sachant que de l'autre côté, on regarde Windows Phone. Tizen, non, pas encore, mais Windows Phone, très certainement. Beaucoup de technologies différentes. Alors, je cite principalement deux aspects, deux façons de développer une application mobile. Il y a d'abord le développement classique standard en natif. Vous téléchargez les outils de Google ou de Apple. Vous développez votre application avec le SDK qui est livré. Vous en développez 2 parce que vous avez 2 SDK différents. Et puis une approche qui est de plus en plus utilisée, mais principalement pour les applications, on va dire d'entreprise, qui est une approche hybride. Où en fait vous développez une application web à l'intérieur d'un conteneur iOS ou Android. L'intérêt de cette approche-là, c'est que vous bénéficiez des stores, donc vous pouvez mettre votre application sur les stores classiques, mais vous n'avez qu'un seul développement parce que vous développez votre application en HTML5, JavaScript généralement, avec des frameworks jQuery par exemple ou Dojo Mobile. jQuery Mobile, il y en existe d'autres aujourd'hui sur le marché. Donc ça, c'est de plus en plus utilisé, vraiment pour des applications d'entreprise, hein, je dirais pour les consommateurs, pour le B2C. Le problème, c'est que les applications qui sont développées avec ça ne sont pas très très sexy, quoi, hein. Il n'y a pas beaucoup d'animation, c'est pas très joli. Donc pour l'entreprise, ça va. Je dirais le commun des mortels, c'est pas valable. Difficulté aussi avec les variétés de cibles très très importantes. Alors c'est principalement vrai pour Android, hein, sur iOS. Il y a iPad et puis iPhone. Il y a deux résolutions possibles, on va dire. Et 32 bits, 64 bits. Sur Android, c'est beaucoup plus difficile. Il y a à peu près aujourd'hui plus de 4000 appareils différents capables de télécharger les applications Android sur le Google Play. Avec des résolutions différentes, des tailles d'écran différentes, des hardware différents avec plus ou moins de sensors, plus ou moins d'équipements, etc. Donc c'est assez difficile de faire en tous les cas des tests exhaustifs sur tous les hardware Android. C'est quasiment même impossible.
Le fait qu'il y ait des tailles et des résolutions différentes apporte des difficultés complémentaires qu'il faudra prendre en compte sur la phase de test. Ce que je vous montrerai tout à l'heure. Les applications s'appuient très fortement sur des API REST. Donc en général, il y a toujours un serveur derrière. Donc tester une application mobile en soi, en général, c'est pas suffisant. Il faut aussi tester le serveur qu'il y a derrière. Quand j'emploie le terme localisation dans les slides, c'est le terme anglais, c'est pas la géolocalisation, hein, c'est le fait que les applications sont traduites dans différentes langues. Donc, de base, tous les SDK, Android en tous les cas, et iOS intègrent des mécanismes de localisation qui sont assez simples. Donc, en général, toutes les applications sont localisées, donc il faut aussi pouvoir tenir compte du test dans différentes locales, anglais, français, espagnol, allemand, ce que vous voulez. Et puis des nouvelles possibilités qui sont liées à du hardware, on va dire, qui n'est pas présent sur un laptop standard, du GPS, caméra, les entrées audio. La possibilité aussi d'avoir deux orientations différentes. Hein. Vous savez que les applications peuvent réagir différemment, au moins au niveau de l'interface homme-machine, suivant que l'orientation est en mode portrait, en mode landscape. Donc ça, c'est tout ce qui rend le test un petit peu plus difficile par rapport à une application, je veux dire, standard web. Alors, notre outil va essayer de répondre à tous ces besoins-là. Je ne dis pas qu'on y arrive. Hein. L'outil est encore jeune. Hein. Il est sorti il y a 10 mois à peu près. On va proposer un outil qui va s'appuyer sur 4 phases. Donc, le recording, une phase dans laquelle l'utilisateur va prendre son téléphone, il va jouer avec son application et ça va produire un scénario de test. Ce que j'appelle ici l'authoring, c'est la modification des scénarios pour introduire des points de vérification, par exemple, ou pour modifier le contenu des données qui sont à l'intérieur de l'application. Le rejeu et le reporting, qui va consister à vérifier que le test passe encore sur une nouvelle version, par exemple, et générer un rapport à la fin, qui va vous dire c'est bon, c'est pas bon. Aujourd'hui, sur le marché, il existe à peu près 5-6 outils de test qui sont concurrents du nôtre. La plupart marchent sur pas la plupart, mais beaucoup marchent sur la capture des événements bas niveau, au niveau des écrans, et de la reconnaissance de texte ou d'image directement sur l'écran. C'est assez basique, ça marche plus ou moins bien et ça régresse assez souvent quand les applications évoluent. Et en plus, ça régresse aussi très souvent quand vous changez de device, quand vous utilisez un autre téléphone ou si vous testez votre application sur une tablette alors qu'elle a été enregistrée sur un téléphone. Ce que on a essayé de faire dans l'outil, c'est d'éviter ce genre de problème en intégrant une techno qu'on a développée de capture d'événements haut niveau. C'est-à-dire qu'au lieu de s'intéresser à ce qui se passe au niveau de l'écran, au niveau des boutons, on va essayer de s'intéresser à ce qui se passe à l'intérieur de l'application et capturer en anglais on appelle ça gesture, mais les actions de l'utilisateur sur l'application de façon haut niveau. Donc typiquement, ça va se traduire par, au lieu d'avoir des touches bas niveau, c'est-à-dire savoir exactement à quel endroit l'utilisateur a posé ses doigts sur l'application, sur le téléphone, on va capturer plutôt des mouvements de type swipe, scroll, page, right, left, quand on est dans un page viewer et qu'on change de page, etc. Et on va proposer un scénario qui va être basé sur ces actions de très haut niveau, ce qui va permettre, quand vous allez rejouer l'application sur un téléphone ou sur une tablette, où vous allez changer l'orientation, en fait, de pouvoir toujours rejouer correctement sans avoir ces problèmes de régression qui sont liés à ces technos qui sont un peu trop basiques pour marcher sur n'importe quel téléphone. C'est ce que je vais essayer de vous montrer. Un autre point très très important que font pas trop bien nos concurrents, pour les pièges qu'il faut éviter dans ce genre d'outils de test, c'est la possibilité. Aujourd'hui, beaucoup d'outils s'appuient sur des informations internes à l'application. Notre outil s'adresse à des testeurs, pas forcément à des développeurs. Le testeur n'est pas au courant de l'interne des applications, ne connaît pas les problèmes d'identification, etc. Donc, ce qu'on a cherché à faire dans notre outil, c'est à identifier les objets sur lesquels l'outil ou sur lesquels le testeur va faire des actions par des choses qu'un non-développeur est capable de comprendre. Donc on ne va pas s'intéresser à des informations internes, mais plutôt à des informations textuelles qui sont présentes à l'écran. Je vais appuyer sur un texte, sur un bouton qui contient le texte OK, c'est ce que va décrire. Et si on n'a pas d'informations textuelles, on va essayer de générer quelque chose
compréhensibles du type, par exemple, je clique sur le bouton qui est situé à droite du label username. Je dis n'importe quoi, hein, un exemple. Donc on va générer quelque chose qui soit simplement lisant, qui soit compréhensible par un non-développeur, par un utilisateur standard en fait. Hein. Donc ça, je vais vous montrer ici après. Les aspects orientation sont très importants. Bon, je ne vais pas y revenir. J'en ai déjà décrit quelques mots. Il y a des, principalement pour Android, il y a des widgets qui sont différemment implémentés suivant les versions d'Android, suivant l'orientation du téléphone. Alors l'exemple type, c'est l'action bar que vous avez en haut de votre écran. Et suivant que votre téléphone a un bouton menu, par exemple hardware ou pas. S'il a un menu hardware, s'il a un bouton menu typiquement Samsung, vous allez activer ces menus à travers ce bouton-là. Sinon, il y a un bouton supplémentaire qui apparaît dans la barre d'action. Et ensuite, quand vous bougez votre téléphone, suivant l'orientation portrait ou landscape, il y a plus ou moins de boutons qui apparaissent. Donc il y a ce genre de difficultés qui sont très difficiles à prendre en compte. Il peut y avoir aussi la possibilité d'avoir des action bars qui sont en haut et en bas. Tout à fait. Localisation, dont j'en ai déjà parlé aussi, la possibilité de tester sur différents OS, différentes versions de différents langages. Et la présence des boutons hardware, je viens juste d'en dire deux mots. Les sensors, très importants. Les GPS, aujourd'hui, il y a beaucoup d'applications qui utilisent la géolocalisation. Donc il faut être aussi capable de prendre en compte la géolocalisation dans les applications et dans le test. Les accéléromètres, alors je ne dirais pas grand-chose sur les autres accéléromètres, parce que nous, pour l'instant, on ne traite pas, à part le GPS, on ne traite pas d'autres sensors. Il faudrait que ça vienne un jour, mais aujourd'hui, il y a aussi des applications qui sont sensibles à la position du téléphone, par exemple, hein, suivant qu'il est vertical, horizontal, etc. Bon, aujourd'hui, notre outil ne le traite pas, mais ça viendra. Alors, ce que l'on fait, nous, on travaille uniquement sur deux SDK, donc Android et puis iOS. On intègre alors ça, c'est vraiment, on est les seuls à faire ça aujourd'hui sur le marché, à ma connaissance, mais je peux me tromper. On intègre un instrumenteur, une fonction d'instrumentation automatique. Alors, bien évident, il est évident que si vous voulez proposer une fonction de recording sur une application mobile, de base, ça ne marche pas. Il faut faire quelque chose. Donc, il faut modifier l'application. Donc, on a un mécanisme de modification automatique des applications mobiles, Android et iOS, que le testeur, en tous les cas que le développeur peut utiliser pour transformer son application standard en une application qui accepte du recording. Donc je vous montrerai comment ça se passe avec Android dans ma démo, puis je vous expliquerai pour iOS, il y a quelques petites différences. Donc l'utilisateur n'a pas à modifier son code, le développeur n'a pas à modifier son code pour rendre son application testable ou recordable par le produit. On génère un test en langage naturel, donc qui est compréhensible par tout le monde, et surtout par des non-développeurs. Souvent, les testeurs, alors c'est peut-être, là je sais que je m'adresse souvent à cette conférence, ce sont des développeurs, mais très souvent dans les organisations professionnelles, il y a une équipe de développement et une équipe de test qui sont toujours séparées. Les testeurs sont en général pas des développeurs, sont des utilisateurs finaux, donc qui n'ont pas forcément de compétences en développement. Donc c'est assez important pour ce genre d'outils de s'adresser à des gens qui ne connaissent pas forcément les techniques de développement. L'idée qu'on a derrière d'offrir ce langage de test naturel, c'est que simplement en relisant le script, n'importe qui doit être capable de le rejouer à la main. C'est ce qu'on a essayé de faire. On ne s'appuie pas sur des informations internes, on supporte 9 langages, on est capable de générer le script en 9 langues différentes, ce que ça veut dire. Hein. Évidemment, on peut tester sur n'importe quel OS et n'importe quelle langue de votre téléphone. Et on va générer ce qu'on appelle un locator, donc c'est la localisation pour les objets graphiques qui ont des ambiguïtés. Donc ça va être illustré directement par ma petite démo. Alors ici, j'ai un petit exemple de ce que l'on propose à la génération. Donc ça, c'est un scénario qui a été directement généré suite à un recording sans modification. Alors, ce qui est peut-être intéressant de voir, c'est que
sur le clic qui est identifié. Donc on demande à l'utilisateur de cliquer sur un image button, donc il y a l'image button qui est en haut à droite, et qu'on identifie comme étant celui qui est à la droite de l'edit text qui contient Dominique Guilbault. Dominique Guilbault étant mon nom. Donc ça permet à l'utilisateur simplement d'identifier le bouton sur lequel il faut cliquer. Etc., etc. Ici, le pareil pour le long click ici. Le long click sur une image qui était à gauche du texte qui est ici. Je vais vous le montrer tout de suite. Ça va illustrer, je pense que c'est mon... Voilà, c'est ma petite démo. Alors, je vais essayer... Normalement, tout à l'heure, ça marchait. Donc ici, vous avez l'outil en question. Donc, c'est un outil basé sur Eclipse. Vous l'installez, vous installez l'ADT, vous installez le SDK Android pour utiliser Android. Et c'est fini, vous pouvez l'utiliser tel qu'il est. Ici, j'ai mon petit téléphone. Alors, pour la démo, j'utilise une VMware Android sur x86. Mais imaginez que vous avez une tablette devant vous, c'est exactement la même chose. Donc au départ, on va installer un petit client qui est ici et qui permet de communiquer directement avec l'outil qui est ici. Donc je peux vous montrer les téléphones qui sont directement reliés actuellement sur l'outil, dont j'en ai qu'un, c'est celui qui s'appelle Generic x86, donc il n'y a pas de nom, c'est une VMware un peu que j'ai trouvé sur le net. Mais vous pouvez utiliser n'importe quel téléphone, n'importe quelle tablette, vous la connectez sur l'outil et elle est utilisable pour le recording et le playback. Alors je reviens sur mon téléphone, sur ma tablette. La première chose que je vais faire, c'est que pour Android, je vais demander à l'outil d'instrumenter mon application. Je n'ai pas besoin d'avoir le code de l'application pour Android. Il me suffit simplement d'avoir mon application déjà préinstallée sur le téléphone. Alors, il y a un mélange de français et d'anglais, c'est parce que ça c'est une version en cours de développement, donc c'est pas encore tout à fait fini. Mais bon, je vais cliquer ici sur télécharger l'application. Ici j'ai toutes les applications qui sont installées sur mon téléphone, quelques-unes, pas toutes. On a une restriction, c'est qu'on ne peut pas tester les applications système, celles qui sont préinstallées par le fournisseur. Je vais en prendre une, celle-ci au hasard, et je vais la télécharger. Et je vais vous montrer qu'ici, donc en fait, on pousse l'application. Vous voyez ici un petit message en bas à droite qui apparaît ici. Et en fait, on pousse l'APK directement du téléphone dans l'outil et on l'instrumente. Alors l'instrumentation consiste à décompresser l'application, à récupérer les points classe sous forme Java, entre guillemets. En fait, pour ceux qui connaissent bien Android, on transforme le text en classe, on instrumente les points classe avec un composant qui s'appelle ASM, qui est un open source. On recompresse tout ça, on resigne et on recharge l'application sur le téléphone. Donc à la fin, vous avez une application qui est instrumentée. Donc c'est ce qu'on va voir ici. Et ici, je vais vous montrer la liste des applications qui sont déjà prêtes à être utilisées. Donc ici, ma petite application qui s'appelait IP, elle est ici. Mais je ne vais pas l'utiliser, je vais utiliser celle-ci pour les tests. Qui est l'application qui a illustré le slide de tout à l'heure. Donc ici, j'ai toute la liste des applications que j'ai pré-téléchargées, qui sont instrumentations qui sont prêtes à être utilisées par un testeur pour le test. Bon, j'ai des applications standards que j'ai récupérées de Google Play. Il n'y a pas besoin du code. L'APK suffit, donc il y a besoin de rien du tout. Donc toutes les applications qui sont téléchargeables de l'APK, du Google Play, on peut récupérer l'APK et on peut donc les tester. C'est pas vrai pour iOS. Ce que j'ai montré ici, c'est pour Android. Pour iOS, on a besoin de recompiler l'application. Il n'y a pas de code à modifier, mais on fournit une librairie que le développeur va intégrer à son application et il doit relinker l'application pour qu'elle soit prête pour être recordable. Donc il y a besoin du code, il y a besoin du projet Xcode complet pour que l'application devienne testable. Mais ce n'est pas le cas pour Android. Donc je reviens sur mon petit téléphone ou sur ma tablette. Je vais revenir ici.
et je vais aller dans mon menu gérer les applications. Et donc ici, je retrouve toutes mes applications qui sont déjà installées sur mon outil. Et je vais utiliser celle-ci. Donc ça, c'est un petit annuaire interne IBM qui n'a d'intérêt que pour la démonstration. Donc je vais recorder un premier scénario. Donc je vais essayer d'aller assez vite. Je rentre n'importe quel nom. Je clique ici. Voilà, j'ai la liste de certaines personnes au sein d'IBM. J'en choisis un. Je vais cliquer sur son numéro de téléphone. Normalement, je suis capable de l'appeler, mais comme j'ai pas de... je ne peux pas téléphoner avec cette VM, je m'arrête ici. Je reviens et je refais exactement l'exemple que vous avez vu. Je fais un petit long press ici. OK. Et j'ai fini. Donc là, j'ai fait un premier cas d'utilisation standard. J'ai pris mon téléphone. Alors, j'ai fait des choses simples parce que j'ai pas d'écran, mais si l'application utilise des swipes ou des scrolls avec les doigts, c'est enregistré exactement comme ce que je vais vous montrer ici. Hein. Donc à la fin de l'exécution, on envoie des traces sur l'outil qui sont ici. Donc ça, je vais pouvoir en générer un premier scénario. Je vais l'appeler test 4. Donc vous voyez que c'est mon application BluePage qui a tourné sur le téléphone qui s'appelle Générique. Et je génère mon scénario. Et voilà, donc c'est ce que je viens de faire en direct sous vos yeux, normalement. Donc ici vous voyez en fait toutes les instructions, c'est exactement que le slide que je vous ai montré tout à l'heure, mais toutes les instructions que j'ai faites toutes les actions que j'ai faites avec mes doigts sont transformées en instructions de test. Donc la première, c'est le clic. La première chose que j'ai faite pour sélectionner mon champ et faire monter le clavier, c'était un clic avec mon doigt. Et vous voyez qu'en parallèle, on a une capture d'écran qui vous indique aussi à quel endroit a été faite l'action. Donc ici, j'ai un clic sur un edit text qui contient le petit conseil Enter name here. D'accord? Donc après, j'ai rentré DF, c'est pareil. J'ai cliqué sur l'image qui est citée à droite de l'edit text qui contient DF, etc. etc. Donc ici, au fur et à mesure que je parcours mon scénario, j'ai en parallèle ce qui s'est passé à l'écran. Alors ici, le call a été remplacé par un stub. On a en fait dans Android, mais c'est pareil dans iOS, on peut appeler des applications externes. En l'occurrence ici, l'application call n'est pas une application recordable, donc on remplace ça par un stub pour dire au rejeu n'appelle pas la vraie application call, mais teste au moins qu'elle est réellement appelée lors du rejeu. C'est pour ça qu'il y a un call. Le pressback, alors vous voyez une petite icône différente sur le pressback, parce que le pressback est le back est un bouton hardware. Donc c'est pour ça qu'on fait la distinction entre les différentes instructions. Donc là, il s'agit de l'appui sur le back du téléphone. Aujourd'hui, on record à peu près une vingtaine d'actions hardware différentes qui vont du back, menu, tout ce qui se passe sur les headsets, sur les... J'arrive pas à trouver le mot en français, mais c'est pas grave, vous avez compris, c'est les écouteurs, voilà, avec le play, le stop, etc. Le call aussi, il y a certains téléphones qui ont un bouton spécifique pour décrocher. Donc ça, c'est enregistré aussi. Donc il y a à peu près une vingtaine. Sur Android, il y a à peu près entre 50 et 60 commandes hardware différentes. On s'en contente de 20. La plupart ne sont pas utilisées. Le long clic, ici. Et un petit clic sur un go. Bon, ici, j'ai fait que des actions simples. Hein. Il y a des actions plus compliquées. La plus complexe étant, certaines applications traitent des mouvements de doigts vraiment très très bas niveau. Donc on est aussi capable de capturer dans ce cas-là les mouvements qu'a fait l'utilisateur sur le clavier, sur l'écran du téléphone, et on aussi on rejoue à très bas niveau. Alors on rejoue toujours par rapport à la vue dans laquelle ça a été enregistré. Si la vue se déplace dans l'application, dans le téléphone, on déplace aussi les mouvements de doigts.
Bon, c'est ce qu'il y a de plus difficile à rejouer parce que c'est pas toujours parfait. Ça peut changer d'un téléphone à l'autre. Mais quand l'application est correctement programmée, on arrive à recorder des enregistrements, des actions de très haut niveau comme ça. Et puis ce qui est pertinent aussi, c'est que, bien sûr, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut rajouter des points de vérification. Là, c'est l'intérêt du scénario de test, c'est-à-dire que quand on va rejouer, on va vérifier qu'on peut rejouer ça correctement, mais on peut aussi vérifier d'autres propriétés. Donc typiquement ici, si je veux vérifier, je ne sais pas, si je veux vérifier la taille du label qui est ici, je peux cliquer là, et puis je peux créer un point de vérification ici, sur la taille. Donc ça veut dire qu'à ce niveau-là du scénario, je vais avoir la vérification que la taille de ce label fait bien 53 pixels. Ça n'a aucun intérêt de vérifier ça, mais c'est pour dire que l'outil permet de vérifier toutes les propriétés de tous les objets graphiques qui sont dans la page. Voilà, et alors ça je vais l'enregistrer, et puis je vais retourner sur mon petit téléphone pour faire la deuxième partie qui est, le rejeu. Alors j'ai un petit refresh ici. Ah, zut, excusez-moi, j'ai trompé. Je reprends mon test 4. Donc là, vous voyez, c'est le contenu du texte, du scénario tel qu'il a été enregistré, c'est exactement ce que je vous ai montré. Et ici, je peux l'exécuter automatiquement. Alors je m'éloigne pour vous montrer que c'est automatique. Et donc là maintenant, on rejoue le scénario exactement comme il a été enregistré, sans intervention humaine. Donc tout ça, bien sûr, ça peut être mis dans un processus batch, ça peut être intégré à des shell scripts, vous faites comme vous voulez. Il suffit d'avoir un téléphone qui soit présent, bien sûr. Et on vérifie de façon automatisée toutes les propriétés qui ont été décrites, toutes les actions sont faisables et que toutes les propriétés qui ont été testées sont bien correctes. Donc on peut le faire sur n'importe quel téléphone. Là, je le fais sur la VM, mais vous mettez, je pourrais utiliser le mien. Ici, là, je lance le client. Alors, c'est pas très visuel avec un vrai téléphone, mais c'est faisable de la même façon. Donc à la fin, j'ai un petit rapport qui décrit tout ce qui s'est passé. Donc c'est un rapport, c'est un fichier HTML dans lequel on a exactement la description de ce qui s'est passé. Et quand il y a des points de vérification, c'est indiqué en vert ici, par exemple. Donc ici, par exemple, on vérifie que l'application call a bien été appelée. On empêche son appel pour éviter de tomber dans un trou, quoi, et de stopper l'exécution. Mais on vérifie que ça a bien été appelé. On vérifie aussi les paramètres. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, j'ai appelé l'application avec un certain numéro de téléphone. L'outil vérifie que c'est bien avec le même numéro de téléphone que ça a été appelé. Mon VP, il est là, ici, c'est pareil. Donc mon texte, il faisait bien 53 pixels de hauteur, c'était bon, etc. On peut variabiliser aussi le scénario, c'est-à-dire qu'on peut rajouter par exemple des données. Là, j'ai tapé n'importe quoi au départ, j'ai tapé DF, je crois, mais on peut récupérer on peut modifier les textes que l'on intègre dans le scénario, les récupérer dans une data pool, dans un fichier Excel, et rejouer ça de façon automatique aussi. Voilà, ça c'était pour la première démonstration. Il reste du temps, oui. La localisation, alors je ne vais peut-être pas vous faire de démo là-dessus, mais je vais vous montrer. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que mon application était en anglais, mais en fait, l'outil, il analyse l'application, il est capable d'extraire toutes les chaînes de caractères dans toutes les langues utilisées par l'application. Et en fait, on peut adapter le scénario, l'outil adapte automatiquement le scénario, parce que vous voyez qu'ici, il s'appuie énormément sur des chaînes de caractères qui sont apparues à l'écran. Donc on peut adapter le scénario en fonction de la locale utilisée sur l'appareil de rejeu. Alors ça se voit ici simplement si je change la locale. Ah ben ici je l'ai déjà changé, j'étais en français. Si je la change, ici vous voyez le texte en français est apparu ici. Voilà. Donc ici vous voyez que c'est bienvenu dans IBM Blue Page, par exemple. Et si je change... Alors, attendez, excusez-moi, j'ai oublié une étape. Par défaut, on enregistre ce que l'application avait à l'écran. Maintenant, si je veux rendre ce scénario
localisable, je peux localiser les chaînes de caractères à l'intérieur de mon script automatiquement. Donc l'outil le fait quasiment automatiquement. Quelquefois j'ai des ambiguïtés là-dessus, mais là j'en ai pas. Tant mieux. OK. Finish. Donc ici, voilà, il a traduit automatiquement certaines chaînes de caractères, qui sont en fait les chaînes de caractères traduites dans mon application, par les chaînes qui sont en français ou en anglais. Donc là maintenant je vais pouvoir changer ma langue. Donc ici je vais choisir anglais par exemple. Où est-ce qu'il est l'anglais? Normalement il devrait y être. EN, il n'y a pas de EN. Ah ouais, c'est une bonne remarque. D'habitude je le fais sur un téléphone, alors parce que ça, ce qu'on record dépend de ce qu'il y a sur le téléphone aussi. Hein. Bon, mais je l'ai mis avec la locale par défaut. En fait, il n'y a pas l'anglais. C'est une erreur. En fait, il y a une locale par défaut qui est en anglais, et puis après, on a traduit en français. Donc ici, quand vous passez en anglais, en local par défaut, vous avez les chaînes qui sont automatiquement traduites par ce qu'il y avait dans l'application. Tout ça pour dire que même si je change de téléphone et j'utilise un téléphone anglais ou allemand, vous n'avez pas besoin de faire ça, en fait. L'outil le fait automatiquement, et avant d'exécuter le scénario, les chaînes sont traduites et exécutées avec dépendant en fonction de la locale de votre téléphone, de votre cible. C'était ça le point important. Donc je ne vais pas faire d'exécution. Hein. J'avais une petite démonstration sur un changement de local, mais ça n'a pas vraiment une grosse importance. Ce qui est important, c'est de savoir que quelle que soit la langue, l'outil s'adapte. Un petit exemple sur les menus. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, le comportement des menus change en fonction de la version d'Android, du hardware, est-ce qu'il y a un bouton hardware ou pas, et de la taille de l'écran. Alors, j'ai quelques snapshots que j'ai pris de la même application. Donc, ça, c'est une application qu'on a développée exprès pour tester les menus. Donc, vous voyez par exemple ici, sur un Note 2 en mode landscape, les menus apparaissent ici. En mode portrait, ils apparaissent en bas. Donc, en fait, on voit pas, les boutons sont cachés, mais les boutons sont ici derrière. Et ce qui est différent ici sur la VM que j'utilise moi, c'est que vous avez les 3 petits points ici qui permettent d'activer les menus. Donc, il y a plein de façons de... Alors ça, c'est quelques caractéristiques, hein, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. En fonction des versions d'Android, ça peut être totalement différent. Sur iOS, il y a des problèmes un peu similaires. Je n'ai pas rentré dans le détail pour iOS. C'est un peu plus consistant, on va dire, chez iOS par rapport à Android, où il y a eu beaucoup plus d'évolution rapidement, avec des ruptures assez brusques d'une version à l'autre, principalement à partir de la version 3 et la version 4. Donc dans ce cas-là, nous, ce que l'on fait, c'est que on recorde les menus à très haut niveau. Quelques exemples ici, bon, c'est pas très visible, ce qui nous permet, nous, quelle que soit en fait la façon dont Android implémente les menus, de les rejouer correctement sur une tablette, sur un téléphone, sur une VM, avec bouton hardware, sans bouton hardware, en horizontal, en vertical. Du GPS, donc c'est un petit exemple avec du GPS. Donc on capture aujourd'hui tous les GPS fixes que reçoit l'application. Il peut y en avoir beaucoup. Hein. Ici c'est qu'un sous-ensemble. On en filtre quelques-uns. On filtre ceux que ne traite pas l'application, en fait. Hein. Comme on instrumente l'application, on sait à quel endroit l'application traite les GPS fixes. Donc on ne récupère que ceux qui sont traités par l'application. Et par défaut, on rejoue avec ces infos-là. On peut les modifier aussi, hein, si vous voulez. Et dans une version très proche, on va aussi intégrer la possibilité de récupérer des fichiers GPX, qui est un format de sauvegarde de chemin, on va dire, pour pouvoir intégrer directement des nouveaux fixes GPS dans un scénario. Alors, on récupère que la latitude et la longitude. Hein. On n'a pas été jusqu'à récupérer l'altitude. Il y a plein d'informations associées, une petite dizaine, mais on n'en fait que 2. C'est largement suffisant, généralement. Les applications hybrides. J'ai terminé par là, si on va avoir un petit peu de temps pour les questions. Les applications hybrides, c'est un mix entre du web et du natif.
IBM a un outil qui supporte le développement de ces applications-là, qui s'appelle Worklight, que vous connaissez peut-être, qui lui permet de générer des applications iOS, Android et Windows Phone. Alors nous, on ne fait pas Windows Phone, hein, ça c'est clair, et cet outil intègre deux frameworks qui sont jQuery et Dojo Mobile, et c'est basé sur Cordova, si vous connaissez, je ne sais pas si vous avez développé avec ce genre d'outils. Ou simplement avec du Cordova. Donc on a une intégration avec Worklight et on permet de capturer aussi ou de faire du recording et du rejeu sur des applications hybrides. Avec un intérêt en plus, c'est que si vous faites de l'hybride, on va dire entre guillemets pur, vous êtes capable de rejouer iOS et Android sans difficulté de façon indépendante. Ce qui n'est pas le cas dans le natif pur. On ne peut pas recorder sur Android et rejouer sur iOS, ça n'a pas vraiment de sens. Alors ça, je peux vous le montrer rapidement. Et je vais terminer par ça, parce qu'après, on n'aura pas le temps pour les questions. Ici, j'ai une petite application hybride qui est déjà présente, qui est un Dojo Showcase. Donc, c'est simplement une application qui démontre des widgets Dojo. Je vais vous faire rapidement un petit recording. Donc, je vais venir ici, donc elle est ici. Je la sélectionne, recording. Voilà, donc ici, je vais vous cliquer sur un bouton. Allez. Ça. Bon, je clique sur un bouton, mais il n'y a rien derrière, hein, donc c'est vraiment une application qui ne fait pas grand-chose. Bon, simplement pour vous montrer qu'il y a c'est une application web derrière. Ah, c'est pas ça que je voulais faire, bon, c'est pas très grave. Donc je vais m'arrêter tout de suite, sinon ça va être trop long. Allez. Voilà. Donc à la fin, j'ai mon petit recording qui est arrivé ici. Test 5. Donc ici, voilà. Donc vous voyez ici des instructions qui sont des instructions orientées Dojo mobile ici, avec une petite icône qui indique que ce sont des instructions web. Hein. Ce sont des instructions de nature web. Donc ça, vous reprenez ça, vous rejouez ça sur votre téléphone Android, ça marche. Et si vous avez la même application sur iOS, ça va marcher aussi. C'est l'intérêt d'avoir l'application développée en hybride, c'est que le code est le même en fait, quelle que soit la plateforme. Il n'y a que le conteneur qui change et qui est en fait généré par Worklight. Donc l'utilisateur n'a pas du tout à faire normalement de natif. Une petite conclusion, bon, simplement pour dire qu'on a essayé de faire un outil qui intègre une techno qui n'existe pas chez nos concurrents. C'est un outil assez récent, hein. Donc la première release a été faite en juin l'an dernier. La suivante majeure sera en juillet cette année. On est un petit peu en retard. Donc, et on a essayé par ces technos d'intégrer ou d'apporter une utilisation plutôt orientée testeur plutôt que développeur. Hein, ça, vous l'avez vu, c'est vraiment destiné à des gens qui ne connaissent pas forcément la programmation. Il y a encore des limitations, hein, mais qu'on essaie de lever au fur et à mesure des releases. Hein. Entre autres les sensors. Un des soucis aussi, c'est en web, il y a énormément de frameworks qui existent. On en traite 2, mais les clients en veulent plus. Donc on va sûrement aussi rajouter un mécanisme d'extensibilité pour qu'un développeur puisse rajouter un moyen de recorder et de rejouer un objet graphique qu'il aurait développé lui-même et qui serait complexe pour simplifier au maximum la visualisation de l'action sur cet objet-là. Voilà, comme je le disais, donc cet outil est fabriqué en France, même si c'est un outil IBM, tout ne vient pas des États-Unis.
C'est important à souligner. Mon équipe de développement, c'est à peu près 30 personnes. Il y a 15 personnes qui travaillent après cet outil-là. Ça intègre aussi la doc, est faite aussi ici. Une partie des tests est faite aussi en France. Et en développeur pur, il y a une dizaine de personnes, à peu près, qui font du développement sur ce produit-là. Donc avec des experts Android, des experts iOS, des experts Eclipse, et peut-être Windows Phone bientôt. Il reste 6 minutes pour des questions. Oui. Bonjour. Bonjour. L'outil, il est bien tout ce qui est les tests de non-régression. Oui. Ça, c'est bien tout ce qui est recording. Ouais. Et par contre, en avance de phase, est-ce qu'on est possible de créer des tests, Ouais, de nouvelles non. fonctionnalités qui arrivent? Avant que les features soient là, avant que l'application soit développée. Non. Alors, en théorie, oui, mais en pratique, non. En pratique, non, on ne peut pas faire. En théorie, c'est possible, parce que moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait du recording. L'application était là. Je vous ai pas montré l'éditeur, mais il y a possibilité de modifier, de rajouter des instructions à la main. Donc, en théorie, c'est faisable, mais en pratique, les clients ne le font pas, parce que c'est quand même assez pénible. C'est assez difficile. Et très souvent, les scénarios qu'on écrit au départ, quand l'application est là, ils sont pas bons. Donc, on n'a pas ces fonctionnalités-là. Mais on y réfléchit. On réfléchit à la possibilité de décrire textuellement un scénario dans un fichier texte, n'importe, Word ou ce que vous voulez, et de générer automatiquement un scénario de cette nature-là à partir d'un fichier texte. On a déjà des protos là-dessus, mais on ne l'a pas mis dans le produit. Mais c'est vrai que c'est une approche test avant le développement. C'est préconisé par pas mal de gens. Ça ne l'implémente pas du tout. Après, c'est une approche assez développeur-testeur. C'est-à-dire que quand vous faites du JUnit, par exemple, ou n'importe quel outil de test unitaire, on peut penser au test, on peut même écrire le test en Java avant d'avoir l'implémentation du scénario. Dans ce cadre de test-là, c'est des tests end-user, c'est plus difficile. Mais la remarque est bonne, hein, il n'y a pas de... Surtout, c'est par rapport au BDD. C'est pour anticiper les tests comportementaux, Ouais. les tests fonctionnels. Oui, je comprends bien la question. Il y a des clients qui nous ont posé la question aussi, ouais, tout à fait. Mais non, on ne le fait pas encore. Bonjour. Bonjour. J'ai 3 questions. C'est payant? Oui, alors, j'ai pas parlé de ces aspects-là parce que c'est pas mon job. Alors, je vous ai parlé, l'outil s'appelle RTW, enfin Rational Test Workbench. C'est pas un nom terrible, c'est pas moi qui l'ai choisi. Et en fait, c'est un outil qui est beaucoup plus gros que ce que je vous ai montré. Moi, ce que je vous ai montré, c'est uniquement la composante mobile, mais c'est un outil qui fait du test de perf de site web, test fonctionnel sur des pages web aussi, et ce qu'on appelle la virtualisation de services. Et on a une partie mobile, qui est celle que je vous ai montrée. Aujourd'hui, je dis aujourd'hui parce que c'est le cas actuellement, vous ne pouvez pas acheter le produit mobile sans avoir tout le reste, ça coûte assez cher. Sauf que, on s'en est rendu compte, et qu'en juin, on va sortir, peut-être bien avant mai, c'est-à-dire très bientôt, d'ici 2 mois, on va sortir que la partie mobile pour pouvoir être acheté indépendamment de tout le reste. J'ai pas le prix, je connais pas le prix encore, mais je pense que ça sera autour de 1 500 $, la licence. Mais je garantis rien. Hein. Oui, mobile seulement. Ouais. Aujourd'hui, le prix de la totale, c'est 14 000 $, la licence. Donc, et c'est sûr qu'il y a une grosse différence, mais c'est vrai que ça représente, la partie mobile représente peut-être 10-20% de tout le produit total. Et donc ça va être extrait à partir de juin cette année. Vous avez dit que ça se pluguait sur Eclipse. Est-ce que ça fonctionne en standalone ou sur d'autres devices? Alors ça, nous, quand vous l'installez, Eclipse vient avec, vous ne voyez pas en fait. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'installer Eclipse, ni Java d'ailleurs, parce qu'on a notre propre JVM, qui est une JVM IBM. Donc quand vous l'installez, il n'y a pas de prérequis, si ce n'est pour utiliser Android, il faut installer le SDK. C'est tout. C'est le seul prérequis. Et pour iOS, alors il est dispo sur Mac, ou il va être dispo en juin sur Mac. Pareil, vous l'installez, il n'y a rien à installer de plus. Pour l'utiliser, il va vous falloir les outils Xcode installés, et puis il va vous falloir une licence Apple aussi. Hein. On ne la fournit pas. Il y a
vous avez fait une remarque, vous avez dit que vous enregistrez des mouvements de doigts. Ouais. Donc moi, ça fait penser en fait à la cartographie, donc des mouvements de cartes. Vous avez dit, si l'application est bien codée, ça peut se rejouer correctement. Oui, parce que... Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ouais, parce que quand les premières applications, alors c'est vrai plus pour Android que iOS, mais les premières applications ont été codées avec des captures d'événements très bas niveau, les touch en Android, où là on peut récupérer chaque doigt, ce que fait chaque doigt sur l'écran, sa position, la pression, etc. Et de plus en plus, plus Android a évolué, plus il y a eu des informations de haut niveau, de type move sur une carte, à quel endroit la carte move, et puis les swipes aussi, qui se traduit par un zoom sur une carte, par exemple. Donc au départ, les clients, les gens ont développé des touchs, à partir des touchs, et après de plus en plus, ils ont intégré ce que proposait Android, ce qui fait que si l'application utilise toujours des touchs, on va récupérer des touchs. Et ça, c'est plus difficile à rejouer, parce qu'en fonction de l'écran, de la taille de l'écran, ça peut quand même, ça peut merder. Ça peut ne pas marcher. Ouais. Alors bonjour. Votre outil, en fait, il enregistre par exemple les appuis sur un bouton. Ouais. Il enregistre les actions. Ouais. Mais qu'est-ce qui se passe si, pour X raison, l'action n'est plus disponible? Par exemple, si l'appui sur un bouton, s'il y a une vue qui s'est placée devant ou si le bouton est trop petit, est-ce qu'elle reproduit quand même l'action? Non, c'est une bonne question. Alors, oui, de base, il va reproduire l'action, mais on va tester que le bouton est accessible. Alors, si le bouton est petit, on va considérer qu'il est accessible, mais s'il est caché par quelque chose, s'il est disable, s'il est en bas de l'écran, ou il est caché. Imaginez que vous avez une application que vous avez développée avec un téléphone, vous avez testé avec un téléphone vertical, vous le changez d'écran, le bouton il est caché. L'outil le détecte et il va vous générer une erreur pour vous dire sur ce téléphone-là, et il va quand même vous faire l'action, parce que de façon programmatique c'est facile à faire, mais il va vous dire sur ce téléphone-là, le bouton était caché. Et il teste aussi que la vue qu'il contient n'est pas scrollable. Une vue scrollable, ça marche. On va pouvoir revenir sur l'écran. Mais donc là, l'outil de test aussi, ça. Ouais. C'est une bonne question. Vous avez une question, peut-être une dernière? C'est fini, il n'y a plus le temps. Il n'y a plus le temps? Ouais. Désolé, après. Ouais. Merci.